Bienvenue à l'émission L'innovation décryptée du Campus Cyber, où nous allons éclairer les enjeux futurs de notre secteur. Aujourd'hui, on va parler du chiffrement. Le chiffrement, c'est une technologie qui nous entoure, qui est partout autour de nous, qu'on va utiliser par exemple quand on paye avec notre carte bancaire, qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va accéder à des sites internet. Mais c'est finalement une technologie qu'on connaît peu, une technologie qui est très masquée, qui finalement est un petit peu en sous-marin dans le monde de la technologie, mais c'est la pierre angulaire de la confiance dans notre espace numérique. Et ce domaine du chiffrement, et plus largement de la cryptographie, est un domaine aujourd'hui en pleine ébullition. Les innovations se multiplient, de nouvelles menaces apparaissent. Et aujourd'hui, on va éclairer deux axes particuliers de ces innovations autour du chiffrement et de la cryptographie avec nos deux invités. Et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Céleste Chrétien de la structure Iliad Data. Bonjour. Bonjour Jérôme. Et Florent Grosmaître, qui lui nous vient de Cryptonext. Merci à vous deux d'être là. Alors justement, j'expliquais que le chiffrement est en plein renouveau, il y a des nouveaux défis à relever. Céleste, je sais que justement côté Iliad Data, vous vous êtes attaqué à un sujet qui est vraiment complexe, qui est celui d'être capable de partager des informations avec des personnes et de pouvoir travailler sur ces informations tout en les gardant chiffrées, c'est-à-dire sans révéler leur contenu. Et donc, on est capable de traiter des données sans les connaître. C'est ça l'idée. Tout à fait. Si on prend un peu les usages principaux du chiffrement, vous connaissez probablement le chiffrement de la donnée au repos. C'est vous chiffrez votre disque dur, vous chiffrez votre clé USB et vous avez la garantie que si jamais vous oubliez votre clé USB dans le TGV, à part éventuellement une mauvaise réputation, il n'y aura pas de risque sur votre donnée. La donnée, elle est chiffrée. Aucun problème. Vous connaissez aussi probablement le chiffrement en transit. C'est le chiffrement de la donnée quand elle part de votre poste vers le serveur. C'est le cadenas, c'est le HTTPS, les TLS, les VPN, tout ce qui vous permet de vous connecter, qui garantit qu'un intrus, un pirate sur la ligne ne sera pas capable, quand vous vous connectez sur le site de votre banque, d'exécuter des ordres à votre place ou même de consulter votre compte. Et c'est aussi ce que font nos téléphones mobiles quand ils échangent avec l'antenne. Voilà, on ne peut pas écouter la conversation. Exactement. Donc ça, c'est des usages de la cryptographie qui sont extrêmement matures. Certains algorithmes existent depuis les années 70, ont été améliorés, renforcés et ça existe à peu près partout sur n'importe quelle application. Dans ce modèle-là, il y a quand même une forme de faille, c'est que on peut sécuriser la donnée quand elle n'est pas utilisée, quand elle est en transit, mais au moment où on doit s'en servir, cette donnée, on a besoin de l'avoir en clair. Si on prend un peu l'analogie de la cuisine, ce serait de dire que pour pouvoir exécuter une recette, un cuisinier a besoin de voir ses ingrédients, de voir ses outils de mesure pour réaliser sa recette. Et donc de voir tous les ingrédients, leurs détails, le grammage, le poids. Donc finalement, voilà, il a tous les détails. Voilà, il sait tout ce qu'il y a dans la recette. Et donc l'analogie, ce serait par exemple, vous utilisez un serveur cloud, c'est de faire que l'opérateur cloud, au moment d'exécuter son algorithme, que ce soit un algorithme, une feuille de calcul sur un serveur cloud ou du partage de données via un serveur pour de l'intelligence artificielle par exemple, le serveur doit voir la donnée qu'il manipule. Et cette limitation, jusqu'à récemment, on va dire 2009 selon ce qu'on compte, ou fin des années 80 si on compte vraiment les travaux les plus académiques, c'était considéré comme étant indépassable. On a besoin de voir sur ce sur quoi on travaille. Il y a en fait des méthodes cryptographiques, alors pour donner les gros mots, ce serait du calcul sécurisé multipartite ou du chiffrement homomorphe, qui vont permettre d'aller outre ça et de pouvoir travailler sur la donnée pendant qu'elle est encore chiffrée. Donc pour suivre ma métaphore du cuisinier, voilà, ce serait on bande les yeux du cuisinier et il sera malgré tout capable de réaliser parfaitement la recette qu'il avait prévue. Alors ça, c'est une innovation majeure quand même, parce que moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est clairement beaucoup de craintes quand on va utiliser des serveurs informatiques qui appartiennent pas à l'entreprise, qui sont dans le cloud, de dire finalement, les gens qui gèrent le cloud, ils peuvent tout regarder. Donc là, votre innovation, c'est finalement ça, c'est d'arriver à enlever quelque part toutes les problématiques autour de la confidentialité quand on va mettre des données chez des tiers. Il y a une excellence cryptographique en France qui fait que beaucoup d'acteurs travaillent sur ce secteur-là. Mais effectivement, l'ensemble des innovations qu'on met en place permettent de résoudre ce problème de souveraineté, ce problème d'accès à la donnée. Comment est-ce possible de déployer une application critique sur un cloud situé n'importe où dans le monde en ayant la garantie vraiment par construction que l'opérateur de cloud, les tiers, les prestataires ne seront pas capables de voir la donnée qu'ils sont pourtant en train de manipuler. Et alors justement, vous avez créé une société, Iliad Data, pour concrétiser ces cas d'usage-là. Exactement. Donc, je suis cryptographe de formation, tout comme mon associé. Donc, et après avoir fait nos classes en académique, on a rejoint le ministère des Armées où pendant 6 ans, on a continué de faire de la cryptographie. C'est une passion. Voilà, une passion. Et notamment l'envie vraiment de pouvoir concilier à la fois des exigences de protection. On veut sécuriser la donnée, on veut s'assurer qu'il n'y ait aucun moyen de l'attaquer. Et aussi des moyens de collaboration
qui soit plus élevé. Parce que ces méthodes de chiffrement, elles vont permettre du coup de pouvoir faire collaborer des acteurs qui n'auraient pas forcément l'intérêt ou le cadre réglementaire qui leur permettrait de coopérer. Oui, oui, ils peuvent ne pas en avoir le droit parce qu'il y a beaucoup de problématiques autour des données à caractère personnel. Voilà, on ne peut pas les partager. Là, finalement, on pourrait considérer quelque part qu'elles sont anonymisées parce qu'elles restent chiffrées. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée. On continue d'être sous le cadre du RGPD, mais maintenant, on va pouvoir faire des garanties très très fortes sur le fait que non, il n'y aura pas de fuite de données personnelles, parce que cette donnée personnelle, elle n'est pas exploitable. Elle est toujours chiffrée par la clé de son propriétaire, et le tiers qui tient le serveur ou le tiers avec lequel on interagit ne sera pas capable de pouvoir avoir cette donnée. Donc c'est une problématique extrêmement agnostique, mais qui se décline dans à peu près tous les secteurs d'activité. Il y en a qui sont très évidents, comme la défense ou comme la santé, et d'autres qui sont peut-être moins évidents, comme le domaine, par exemple, de la lutte contre la fraude. Ah oui, vous avez un exemple concret? Alors, ne répétez pas ça chez vous, c'est une fraude. Mais si, par exemple, un fraudeur essaye de souscrire plusieurs contrats auprès de plusieurs assureurs pour ensuite aller déclarer un sinistre, un brise-glace automobile, il a sa facture et il veut se faire rembourser plusieurs fois. Les mécanismes actuellement qui vont permettre de détecter ça sont extrêmement contraints par le RGPD et par le désir qu'ont naturellement les assureurs de partager de la donnée métier confidentielle avec leurs homologues qui sont aussi leurs concurrents. Ce type de technologie permet justement de s'assurer qu'on est capable de détecter si, par exemple, ma demande de remboursement n'aurait pas été exécutée 14 fois chez 14 homologues, sans avoir, dans ce processus-là, à révéler mes informations personnelles, ni à révéler les informations personnelles des autres usagers, des autres assurés dans les bases de données des autres assureurs. On ne court-circuite pas tant le RGPD qu'on permet de fournir des garanties de sécurité qui sont extrêmement élevées et qui permettent de faire bouger l'aiguille en matière de mesures de risque et de compliance. Ah oui, c'est extrêmement concret, là, c'est très intéressant. Alors, évidemment, pour les auditeurs qui nous écoutent, ne faites pas de fraude à l'assurance, c'est évidemment interdit, répréhensible. Et en plus, on voit bien que maintenant, on a des solutions pour les détecter encore plus facilement. Tout à fait. Très bien, après ce première plongée dans un des sujets du chiffrement, il y en a un deuxième, c'est finalement que le chiffrement, il peut être attaqué par ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques. Alors, c'est des nouveaux types d'ordinateurs ou avec des nouvelles technologies qui vont permettre de démultiplier finalement la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui sur certains problèmes très particuliers et qui, de ce qu'on entend, pourraient remettre finalement en question la confiance qu'on a dans le chiffrement, qui pourrait quelque part casser le chiffrement. C'est ce qu'on entend beaucoup. Florent, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus et puis nous dire où en est justement, où en sont les différents états et comment se protéger par rapport à ça? Oui, exactement. Donc, on a ce fameux ordinateur quantique qui arrive, qui va donc, comme vous l'avez dit, casser nos algorithmes de cryptographie couramment utilisés dans les cas d'usage qui ont été cités. Vous allez sur votre site web, vous utilisez votre carte bleue, la communication entre téléphones, etc. Donc, on voit que l'impact de l'arrivée de cet ordinateur quantique est systémique et toutes les organisations, finalement, vont devoir se préparer pour répondre à cette menace en mettant en œuvre un nouveau type de cryptographie qu'on appelle la cryptographie dite post-quantique ou résistante quantique. Donc en fait, en sous-jacent, sans faire trop technique, derrière la cryptographie, on a des problèmes mathématiques théoriquement difficiles à résoudre pour un ordinateur classique, mais il se trouve que les algorithmes menacés, eux, ils sont faciles à résoudre pour un ordinateur quantique. Donc c'est ça le fond du sujet. Et l'enjeu de cette nouvelle cryptographie dite post-quantique, c'est d'aller développer, déployer de nouveaux algorithmes mathématiques qui seront aussi difficiles à résoudre pour un ordinateur quantique. Mais l'ordinateur quantique, à date, ceux qui existent, ils ne sont pas très très puissants quand même. Alors effectivement, c'est la question majeure, c'est quand. Donc déjà, on est heureux qu'officiellement, on n'ait pas d'ordinateur quantique suffisamment puissant, sinon ce serait une catastrophe. Et donc la question, c'est quand. Donc il y a des éléments quand même de temporalité qui existent. On a par exemple cette menace qu'on appelle le Harvest Now, Decrypt Later, ou en français, collecter maintenant pour décrypter plus tard. Donc ça veut dire que des organisations sont capables de collecter nos données pour les décrypter demain quand on aura un ordinateur quantique suffisamment disponible. Donc typiquement, c'est des attaquants qui sont quand même de très haut niveau, j'imagine, parce que ça fait beaucoup de données à stocker, il faut bien les cibler. Mais oui, c'est un enjeu majeur. Mais l'ANSSI nous dit explicitement, si vous manipulez des données secrètes à longue durée de vie qui auront encore une valeur en 2030, alors vous devez vous préparer, initier la transition dès que possible. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France. Et il y a beaucoup d'autres agences, justement, à l'échelle mondiale. J'ai entendu parler de la NSA, qui a donné un certain nombre de dates, l'Agence de cybersécurité australienne. Est-ce qu'on a comme ça un faisceau de dates butoirs ? Exactement, c'est une bonne question. Alors, quelle est la date officielle de l'ordinateur quantique? On n'en sait rien. Par contre, effectivement, les agences de sécurité, les organismes de standardisation, dans leur ensemble, portent un certain nombre de dates de 2030, 2035,
pour avoir conduit la transition dans les systèmes critiques. Donc après, c'est une question d'analyse de risque, mais c'est ça le faisceau de date Ouais. et les recommandations, disons, globales des différentes agences. Et vous avez cité l'ANSA, des recommandations très claires de dépréciation des algorithmes actuels entre 2030 et 2035. Même chose pour l'Australie. L'Europe, le BSI, l'ANSSI en France ont des recommandations équivalentes. Mais alors, bon, 2030, ça paraît être dans longtemps. Alors pourquoi est-ce qu'il faut attaquer le problème maintenant? Est-ce qu'il y en a déjà d'ailleurs qui ont commencé à l'attaquer? Il y a ce problème de Harvest Now Decrypt Later, Oui. mais il y a aussi les temps de transition. On sait qu'aujourd'hui, on a des banques très avancées dans le monde qui ont des plans de transition qui vont prendre 10 ans, parce que transformer, migrer des chiffrements, comme vous l'avez dit, qui sont enfouis au fin fond Ouais. des systèmes, c'est énormément de temps, la cryptographie étant partout, et donc les plans de transition se comptent en années. Et donc, il y a un enjeu d'anticipation très fort. Ça veut dire qu'il faut quasiment aller sur chaque serveur, sur chaque presque application, pour voir quel chiffrement est utilisé, est-ce qu'il est vulnérable, est-ce qu'il n'est pas vulnérable, faire un inventaire de tout ça, et puis après mettre à jour. Ça va être ça le travail fondamental quelque part. Exactement. Il y a un premier travail qui consiste à inventorier. En fait, ce qu'on dit, c'est que les organisations vont devoir conduire des plans de transition post-quantique qui vont comprendre un certain nombre de volets. Le premier volet, comme vous l'avez dit, c'est l'inventaire de sa cryptographie. Puisque, comme ça a été très bien dit, cette cryptographie, elle est très stable depuis les années 70, 80. Et or, là, on rentre dans une nouvelle phase où il y a cette nouvelle cryptographie qui arrive, qui sera un peu différente, un peu plus complexe, moins mature, et donc avec des enjeux de maîtrise de cette cryptographie plus forts que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, on a vu même quelques cas déjà où les nouveaux algorithmes post-quantiques étaient attaqués par des anciennes méthodes. Donc on est vraiment dans le jeu du chat et de la souris. Les algorithmes, maintenant, ça y est, on les a, ils sont fiables, ils sont connus. Ou alors, on les a, mais il va falloir s'attendre à ce qu'ils changent régulièrement et à faire quelque chose de souple. On a une organisation aux États-Unis qui s'appelle le NIST, qui a conduit déjà depuis 2016 une compétition pour déterminer, pour fixer de nouveaux standards, et qui a mis justement en compétition, entre guillemets, différents algorithmes, dont certains se sont révélés plus fragiles que d'autres. Mais aujourd'hui, il y a des premiers algorithmes réputés, considérés comme solides, qui ont été sélectionnés. Donc ça, c'est un élément très fort, avec un élément de confiance fort. Les agences de sécurité ont une confiance forte. Après, la cryptographie, ce n'est pas que des algorithmes mathématiques, entre guillemets. Il y a aussi des enjeux d'implémentation, en particulier dans l'environnement hardware. Et là, il y a des enjeux aussi de maturité et tout un champ de recherche en cours sur ce sujet et sur la sécurisation de ces implémentations. Oui, parce que l'implémentation, finalement, on va avoir un algorithme qui dit théoriquement, mathématiquement, faire cette étape 1, étape 2, étape 3, mais derrière, on va avoir des développeurs qui, eux, vont le coder et on sait qu'il peut y avoir des failles qui arrivent à ce moment-là ou des moyens de détecter. C'est ce qui a été vu, je pense qu'en tant que cryptographe, vous l'avez vu de nombreuses fois, des capacités à utiliser toutes les petites failles, finalement, dans l'algorithme, mais aussi autour de l'algorithme pour casser le chiffrement. D'accord. Et donc là, on est vraiment dans le concret. Est-ce qu'il y a des cas, justement, peut-être de premiers déploiements ou de tests qui sont en cours? Nous, donc, chez CryptoNext, en fait, notre vocation, c'est d'être un éditeur et on développe des solutions pour aider les organisations à migrer justement leurs infrastructures ou leurs produits embarqués vers le post-quantique. Et ça, on le fait avec des briques technologiques qui vont permettre de faire cette mise à jour en post-quantique. On a aussi un certain nombre d'outils qui vont aider, accompagner à la migration. Et donc, on commence déjà à déployer nos outils dans des contextes pilotes. Par exemple, dans quel secteur? Les grands secteurs qui avancent, c'est le secteur de la défense, on comprend bien pourquoi. Le secteur de la finance bancaire et des paiements. Donc, typiquement, par exemple, on a fait des travaux, des projets avec une organisation comme Banque de France, qui est très leader sur ces sujets en France. On a aussi travaillé avec des organisations comme la Commission européenne, qui a un enjeu de sécurisation de ces réseaux internes de communication. Donc voilà, et il y a d'autres organisations, par exemple dans les infrastructures critiques, où là il y a des cycles de vie produits extrêmement longs, quand on déploie des objets connectés, par exemple dans la nature, dans le domaine des infrastructures. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de secteurs qui ont déjà pris en charge le sujet. En tout cas, moi j'ai pu avoir un certain nombre d'échanges avec aussi des secteurs comme ceux qui fabriquent des objets numériques, en particulier par exemple des voitures. On sait qu'une voiture, elle va avoir une durée de vie de 20 ans. On rigolait, si vous me passez l'expression, en disant un jour, on va devoir aller chez le garagiste pour vidanger ses certificats et changer son moteur de chiffrement dans sa voiture. Donc on voit que c'est des choses qui vont même nous toucher dans notre quotidien, quelque part. Exactement. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'anticiper. Parce que faire une mise à jour à distance ou en allant chez votre garagiste, c'est une chose, mais il faut que le matériel en dessous, les logiciels en dessous, les prévus et soient en capacité de le faire. Et tout à fait dans ce domaine de l'IoT industriel ou de l'automobile, en fait, le cycle de vie des produits est tellement long,
versus la menace quantique, la temporalité de la menace, qu'il faut s'y préparer absolument maintenant. Et c'est pour ça que des acteurs dans l'automobile s'y intéressent. Et Céleste, vous voyez des acteurs, vous voyez les mêmes secteurs qui portent un intérêt sur ces nouvelles technologies de chiffrement? C'est vraiment réservé aux plus sensibles, c'est-à-dire la défense, la finance, ou ça s'élargit petit à petit? Je dirais que les cas d'usage sont très génériques, on va dire. Je pense qu'il y a peu d'acteurs qui diraient que dans la collaboration, il n'y a pas un gain à avoir en ayant accès à davantage de données, une meilleure connaissance. Il y a des cas d'usage très naturels dans le marketing, il y a des cas d'usage dans des domaines qui ne sont pas réputés sensibles. Néanmoins, il y a une question justement d'appétence au risque, de besoin de coopérer et de règles très fortes, règles soit auto-imposées, par exemple dans le domaine de la défense, savoir classifier le niveau d'une information, ou parfois de façon réglementaire. Pour reprendre l'exemple de l'assurance, la CNIL veille au grain et s'assure qu'il n'y a pas d'échange de Elle a données. bien raison, et elle a du travail. Exactement. Donc, tous les domaines seront touchés à terme par des possibilités de coopération élargies. Ça peut aller de la marketplace qui vend des chaussures, qui aimerait bien croiser de la donnée client avec un autre fournisseur, d'un autre service, d'un autre retailer, tout en justement en respectant le consentement, le respect de la vie privée et des données privées de ces consommateurs. Mais évidemment, les fers de lance de cette modification des usages, de ces nouveaux usages, c'est le domaine de la défense, c'est le domaine de la banque et de l'assurance, qui sentent la pression réglementaire plus intensément et qui voient déjà ce besoin de coopération. La fraude, c'est entre guillemets un cas d'usage simple au sens où on voit très bien ce que ça coûte et on commence à être capable à estimer ce qu'on économiserait à coopérer. Mais c'est vrai que sur ces sujets de cryptographie, de chiffrement, de confiance numérique, c'est souvent difficile finalement d'arriver à expliquer simplement ce dont on parle, parce que c'est des termes tout de suite compliqués, des concepts auxquels on est moins habitué. Et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs doivent aussi en parler avec leur management, avec leurs équipes autour d'eux. Est-ce que vous avez peut-être quelques astuces, je sais pas, d'évangélisation ou de manière d'aborder le sujet qui marcherait? Florent, une idée? Ça, c'est une vaste question. C'est un bon défi. Il est certain que dans notre métier, l'enjeu de la sensibilisation, de la pédagogie sur des concepts qui sont apparemment techniquement compliqués, mais qu'on doit porter à tous les niveaux de l'entreprise, c'est un sujet important. Parce que, in fine, notre sujet, c'est un sujet de transformation de l'entreprise. Et donc, il y a un sujet de gouvernance derrière aussi, de qui porte ce plan de transformation dans l'entreprise, qui l'impulse. Et donc, la pédagogie, la capacité à partager des concepts d'apparence compliqués, mais dans quelque chose de compréhensible, et comme vous l'avez dit, en ayant aussi en visualisation le coût et les bénéfices éventuels de ces transformations, c'est un élément très important. Oui, il faut en revenir à des concepts simples, finalement, qui vont parler un retour sur investissement, un risque couvert. Ça marche pas mal. Exactement. Et des enjeux de compliance. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est aussi, on a parlé des RGPD, nous, dans notre domaine, c'est aussi la conformité avec les standards, avec les régulations apportées par les agences de sécurité. Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup, évidemment, à tous les grands groupes. Céleste, peut-être aussi une astuce ou deux, comme ça, pour aider à aborder ces sujets? Je dirais qu'à la fois, une des plus grandes difficultés à laquelle on fait face, c'est aussi une de nos plus grande satisfaction quand on réussit à passer outre, c'est dans le cas des nouveaux usages de la cryptographie que je mentionne, c'est le fait de ne justement pas voir ça comme un problème technique, mais comme un problème de métier. Oui. Ce qu'on veut faire comprendre, et c'est pas forcément la partie la plus facile, mais c'est que cette décision effectivement de transformation, c'est une décision qui doit être portée par le métier, qui voit le besoin de collaborer, qui a l'expérience du pourquoi est-ce qu'on veut collaborer, davantage qu'un problème purement d'IT, d'un problème de cybersécurité ou d'un problème d'infrastructure, de dire maintenant on créer les câbles qui vont nous permettre de collaborer. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une astuce, mais plutôt que ce besoin, de discuter directement avec les métiers et de ne pas voir Oui, que l'aspect technique, finalement, C'est ça. parler d'usage et ce que ça va apporter. Moi, je retiendrai en tout cas l'image du cuisinier avec les yeux bandés qui arrive à faire sa recette sans connaître les ingrédients. Je pense que ça explique effectivement bien ces avancées qui sont maintenant permises par le chiffrement. Merci beaucoup à vous deux pour ces échanges.